Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Je suis actuellement avec Thibaut Imbert, donc j'ai beaucoup de chance qu'il m'accorde cette interview. Ouais. Bonjour Thibaut. Salut. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu Bien sûr. Je m'appelle Thibaut Imbert, je suis développeur de longue date ActionScript, maintenant aussi JavaScript, j'habite à San Francisco, je travaille chez Adobe et je suis Group Product Manager dans l'équipe Web Platform, donc l'équipe qui se charge de toutes les contributions web standards que Adobe fait aujourd'hui. D'accord. Et donc du coup, quel est ton parcours en fait? Comment, parce que faut préciser que tu es français. Tout à fait, français. Donc tu as travaillé en France et puis tu t'es retrouvé à travailler chez Adobe à San Francisco. Comment t'as fait quoi? En fait, j'ai toujours été passionné par Flash. Donc à l'époque, quand je bossais chez Regard, que j'étais formateur chez Regard, j'ai écrit un livre et puis j'étais assez présent dans la communauté, sur les forums, etc. Et quand j'ai écrit en fait Practical ActionScript 3, Adobe m'a approché en me disant écoute, ça tombe bien que tu aimes bien ActionScript parce que nous on bosse sur Flash. Donc du coup, ce serait bien que tu rejoignes l'équipe. Donc j'ai intégré Adobe France. Chez Adobe France, j'ai beaucoup donc parlé de Flash, toujours intégré avec l'équipe produit. Et puis en interne, comme j'étais chez Adobe France, je me suis rapproché de l'équipe aux États-Unis, à écrire des documentations, envoyer des emails sur comment est-ce qu'on pourrait améliorer Flash Player ou Flash Pro, bref. Et donc ils m'ont dit écoute, tu as l'air super passionné, viens bosser avec nous, viens à San Francisco. Donc, pour moi c'était un rêve de gamin de pouvoir bosser sur des produits sur lesquels j'ai toujours été passionné. Donc j'ai accepté et puis je me suis trouvé à San Francisco. Voilà. C'est énorme quoi. Et du coup, là par exemple, tu travailles sur tout ce qui est partie JavaScript. Quels sont, quand tu as une nouvelle application à créer, comment un petit peu tu procèdes? Quelles sont les techniques que tu utilises ou est-ce que tu as une méthode particulière? J'ai pas de méthode particulière. J'ai beaucoup justement appris sur JavaScript les différentes techniques qui sont utilisées aujourd'hui pour pouvoir développer des applications. En venant d'ActionScript, c'est vrai qu'on s'attend à avoir un langage typé, à avoir une structure, des classes, choses comme ça. C'est pour ça qu'on en parlait avant, je me suis beaucoup intéressé à TypeScript, qui est un projet de Microsoft qui permet d'utiliser le JavaScript, le standard IS6 de JavaScript qui introduit les classes, justement les interfaces, les modules, etc. Donc en fait j'utilise TypeScript personnellement pour développer mes applications, parce que ça me permet d'avoir plus de structure et puis de pouvoir travailler avec un langage qui est plus proche que des choses que je connais, avec lesquelles je suis confortable. Après, j'aurais pu effectivement me taper les prototypes et la programmation comme on le faisait en ActionScript 1 et 2, mais j'avais pas envie de faire ça en JavaScript. Donc en fait, j'utilise TypeScript. Sur les frameworks, j'ai pas vraiment utilisé jusqu'à présent tous les frameworks super trendy comme Angular, Bootstrap, etc. Parce que je fais beaucoup de recherches en fait chez Adobe, donc je développe pas vraiment d'applications concrètes tous les jours pour un client, d'ailleurs ça me manque. Mais je m'intéresse beaucoup à justement ce qui est possible de faire en application hybride en utilisant justement du JavaScript pour la logique, mais en utilisant des fonctionnalités plutôt natives sur le device. Donc par exemple, il y a des projets super intéressants comme par exemple Ejecta, un projet qui est développé par le développeur de Impact.js qui permet d'utiliser du JavaScript, mais tout en utilisant les fonctionnalités matérielles OpenGL pour pouvoir faire de l'accélération graphique. D'accord. Ça c'est des trucs qui moi m'intéressent beaucoup. PhoneGap par exemple, c'est un projet d'Adobe qui permet de faire du JavaScript et d'utiliser aussi des fonctionnalités natives du device. Donc voilà un peu les trucs avec lesquels je fais joujou en ce moment. Et puis le truc qui m'intéresse plus particulièrement en ce moment, c'est tout ce qui est parallélisme en JavaScript. À lancer des threads en parallèle, voilà. Plusieurs processus en parallèle. Ouais, donc tout ce qui est autour de comment est-ce qu'on peut faire pour utiliser le hardware, les multicore en JavaScript. Donc, oui. Donc il y a un projet aujourd'hui ici. Aujourd'hui JavaScript est vraiment, je dirais, single-threaded, simple, comment on dirait ça? Simple processus, on va dire. Voilà, un seul processus. Procédural. Et c'est très procédural, donc si on veut paralyser des tâches, c'est pas du tout adapté pour ça. Il y a ce qu'on appelle les web workers qui ont été introduits récemment qui permettent de faire déjà des trucs, mais on n'utilise pas vraiment le multicœur. Donc il y a un projet d'Intel qui s'appelle RiverTrail qui est extrêmement excitant, qui permet justement depuis JavaScript avec des simples API
sur Array par exemple pour pouvoir paralléliser en fait des processus, pour pouvoir en fait utiliser le GPU pour pouvoir faire pouvoir prendre le relais et pour paralléliser des tâches pour les compléter plus rapidement. Enfin voilà, tout ça c'est des trucs un peu de geek et de merde. Et du coup, l'avenir du web, grâce au JavaScript, l'utilisation du GPU, des ressources matérielles de la machine, on peut imaginer qu'il va y avoir des jeux ou des applications de plus en plus évoluées, que ce soit sur les smartphones, sur les tablettes. On peut vraiment imaginer une application qui tourne à la fois sur son smartphone, on continue à y jouer sur sa tablette, et après on peut reprendre sur le web. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, c'est quelque chose qui pour moi reste un point clé, c'est tout ce qui est power efficiency, tout ce qui est efficacité au niveau de la batterie. Des langages comme JavaScript ont encore à bosser là-dessus par rapport à des langages natifs. Et des projets comme Rivertrail, par exemple, le fait d'utiliser le GPU pour pouvoir faire pour utiliser par exemple pour de la physique, pour faire certaines tâches, ça a beaucoup d'avantages, en particulier l'efficacité au niveau de la batterie. Et donc pour pouvoir utiliser un langage comme JavaScript, même sur des lunettes ou sur des smartphones. Et donc c'est vraiment intéressant comme recherche. Après, en ce qui concerne l'avenir du web, comme tu le disais, effectivement, moi je regarde beaucoup ça, tout ce qui est parallélisme, puisque c'est quelque chose aujourd'hui dans notre poche, on a des devices. Ah oui, oui. Là, tu es en train d'enregistrer avec un iPad. Cet iPad, il a un processeur multicœur. Aujourd'hui, quand tu fais tourner une application JavaScript dessus, elle n'utilise qu'un seul cœur. Et même quand tu utilises les web workers, il y a très peu de chances qu'un autre cœur soit utilisé. Donc il y a tellement de potentiel, c'est que le début, quoi. Donc je pense qu'il y a plein de trucs qui vont arriver qui vont être super intéressants. Donc JavaScript, ça s'annonce plutôt... Ouais, JavaScript c'est vrai qu'en tant que développeur ActionScript ou Java qui regarde la web plateforme aujourd'hui, on peut se dire bon, c'est un peu retour en 94, quoi. J'exagère, mais c'est un peu... J'ai entendu ça plusieurs fois, des développeurs qui arrivent qui disent oh là là. Mais c'est un peu comme à l'époque quand on avait ActionScript 1 et que les développeurs C++ ou les développeurs Java regardaient Flash. Je ne sais pas si tu te souviens, mais c'était, mon Dieu, mais ActionScript 1, mais quelle horreur. Il y a eu ActionScript 2, il y a eu ActionScript 3. ActionScript 3, aujourd'hui, c'est un langage qui n'a très peu de choses à envier à un langage comme Java. Ah oui, ça c'est clair. Oui, il y a des trucs, j'imagine les développeurs Java qui doivent se dire oulala, c'est un langage sur Internet. Oui, on pourrait rentrer dans les détails, mais en gros, pour simplifier, c'est vrai que ActionScript 3 est un langage super mature, quoi. Mais tout évolue. Et je me souviens, c'était la même chose lorsque les gens qui faisaient le directeur regardaient Flash, ils disaient attends, Flash, c'est pour faire des animations, ça ne même pas ça fait rien, ça fait même pas de la 3D. Et on voit ce que Flash est devenu. Ah bah maintenant, oui. Donc c'est vrai qu'on regarde JavaScript, et il faut voir le potentiel. Et ça, c'est un truc qui est important, c'est toujours penser au potentiel, pas forcément aux limitations. Ah mais c'est clair, c'est clair. Et du coup, est-ce que tu aurais 3 conseils à partager avec des développeurs qui souhaiteraient se lancer dans JavaScript? Je sais pas, 3 conseils que... Alors il ne faut pas venir aux États-Unis parce qu'il n'y a pas de jus de bœuf et de Ritvo et de rognon à la moutarde, ça c'est le premier problème. Non mais plus sérieusement, même si ça reste vrai, mon premier point. 3 conseils, j'ai donné une conférence la semaine dernière à l'université de Tucson en Arizona sur justement la technologie et comment appréhender la technologie aujourd'hui. Et je pense qu'une des choses qui est importante en tant que développeur ou personne passionnée sur les technologies ou bref quelqu'un qui bosse aujourd'hui sur les technos web, c'est de rester curieux, de ne pas être religieux par rapport aux technologies. D'accord. Et ça c'est un truc, même si moi j'ai passé 13 ans à faire de l'ActionScript, j'ai toujours regardé les autres technologies avec intérêt, comme toi, qui fait du C, du C++. J'ai vu des gens partir dans des délires de religion. Je ferai du JavaScript serveur, client, je mettrai du JavaScript partout. Je pense que c'est pas forcément la bonne solution. Pareil pour ActionScript, vouloir utiliser ActionScript partout, c'est pas non plus la meilleure solution. Quand il faut utiliser du natif, du C++ ou du Java ou du F#, qui est un langage fonctionnel que j'ai regardé qui fait... En gros, c'est du C# fonctionnel sur .NET. Il faut être curieux, il faut utiliser l'outil qui va faire le job le mieux, quoi. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que si, à partir du moment où tu deviens religieux sur les technos, tu te fermes, tu apprends moins
Et du coup, tu deviens un développeur qui est forcément moins bon qu'un mec qui va dire ah ouais, je peux utiliser cette techno-là, je peux utiliser l'objectif C pour celui-là, bah, je vais faire l'objectif C. Et en apprenant d'autres choses, bah, forcément on devient meilleur. Donc je pense que c'est important de... Donc premier conseil, de bien rester ouvert aux opportunités de développement des nouveaux langages, nouvelles technologies. De se tenir au courant et puis de jamais se dire non, je ne veux pas utiliser cette techno-là parce que je veux absolument utiliser celle-ci. Ça, je pense que c'est une erreur. D'accord. Un deuxième conseil, et ça me vient comme ça parce que je ne suis pas vraiment préparé. Oui, c'est en live. Hein. C'est du live. Deuxième conseil, je dirais de communiquer et de partager en fait. Et quand je dis partager, ça peut être sur Twitter, ça peut être un blog, c'est pas forcément écrire des livres parce que écrire des livres ça prend énormément de temps, c'est un boulot vraiment fatigant. Mais avoir un blog, partager, et un truc que j'ai appris, c'est que quand tu écris un livre, tu écris pas un livre parce que forcément tu es un expert sur le domaine, tu écris un livre parce que tu veux apprendre plus. Quand j'ai écrit la pratique d'ActionScript 3, je faisais de l'ActionScript depuis très longtemps, mais j'ai appris énormément. J'ai appris parce qu'en écrivant, forcément, tu veux t'assurer que ce que tu racontes, ça a du sens. Oui, et donc, tu vas aller au fond des choses. Et donc, j'encourage les gens à partager, à écrire des articles sur leur blog, écrire des mini-bouquins, même les filets gratuits en PDF, pour pouvoir s'améliorer et aller au fond des choses. D'accord, donc le deuxième conseil, c'est partager ce que vous savez sur tel ou tel langage, partager vos techniques via un blog, via Twitter, via Facebook. Et c'est aussi quelque chose qui va aider beaucoup après dans la vie professionnelle, c'est qu'en ayant un blog, en écrivant des articles, en étant visible sur les réseaux, etc., bah, ça aussi, ça aide sur un CV pour dire, bah voilà, ouais, effectivement, je suis connecté, je suis pas simplement dans ma cave en train de faire du code. Oui, puis ça peut ouvrir d'autres opportunités, de rencontrer d'autres développeurs, d'échanger. D'aller dans des meet-up, apprendre vachement d'autres personnes, et puis pourquoi pas avoir une boîte aussi qui vous appelle et qui vous dit tiens, on a vu que vous aviez un projet sympa sur GitHub dont on se sert, est-ce que ça vous dirait d'intégrer notre équipe quoi? Bah, comme toi par exemple, quand tu as terminé d'écrire ton livre pratique d'ActionScript 3, c'est une opportunité énorme quoi. Voilà. Et le troisième conseil, si tu en as un? Le troisième conseil, je dirais, c'est important aussi de rester passionné, mais un truc aussi que je disais, dont je parlais dans mes slides la semaine dernière, c'est de trouver aussi quelque chose sur lequel on est passionné en dehors du boulot. Il y avait les étudiants qui me demandaient quelles sont les choses qu'on peut faire en dehors du domaine scientifique, des technos qu'on peut faire en fait pour rester passionné. Moi par exemple je sais que, c'est pour ça que je parlais de rognon parce que j'aime bien la cuisine, mais je rigole, mais c'est par exemple dans la cuisine ou dans des passions qu'on a en dehors du taf, on est toujours assidu en fait. Je pense qu'en travaillant en fait sur d'autres thèmes, d'autres choses, par exemple la bouffe, en travaillant, en passant du temps à améliorer un plat, en lisant, en discutant, on travaille certaines facultés comme la patience, le fait d'être assidu, le fait d'échouer et de recommencer. Et tout ça, c'est des choses qui se réappliquent en fait dans notre taf. Quand tu travailles sur un projet, que tu as un bug et que tu passes 3 jours et que tu es sous ta douche et tu te dis pourquoi ça ne marche pas et que dans la nuit ou le lendemain matin, ça y est, tu as le truc. Bah, ça c'est des trucs que tu retrouves en fait dans d'autres passions à côté, et en particulier moi quand je fais de la bouffe, parce que pourquoi c'était pas bon ce truc que j'ai cuisiné, c'était dégueulasse. En fait voilà, c'est des trucs que tu peux réappliquer. Mais voilà, donc j'espère que ça donne un petit peu des... Ouais, bah, le troisième conseil, d'avoir un autre hobby, c'est très bien. D'être passionné et aussi de se déconnecter en fait du boulot quoi. Bah moi par exemple c'est la salsa, donc comme ça fait des... en te déconnectant, d'ailleurs on s'en rend compte souvent en tant que développeur, en ne regardant pas ton code pendant 3 jours et en faisant autre chose, et tu reviens et tu dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, c'est n'importe quoi. C'est clair. Ça n'a aucun sens. Et en fait tu résous des problèmes. Eh ben écoute Thibaut, je te remercie énormément de m'avoir accordé cette interview au sein des locaux d'Adobe. Des locaux d'Adobe. On est actuellement à San Francisco chez Adobe. Et merci beaucoup et puis je te dis à très bientôt. Salut.